Bien, mesdames et messieurs, je suis très fier, très honoré d'accueillir à l'Université Paris 13 Monsieur Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, ancien ministre, et qui nous fait l'honneur de venir nous parler de droit constitutionnel. Et donc c'est quand même un grand honneur. C'est, je crois, que la première fois qu'un président du Conseil constitutionnel en exercice et même hors exercice vient à Paris 13. Et c'est dans une tradition que nous avons lancée d'essayer de faire venir des personnalités extraordinaires pour... Je reviens quand vous voulez. Donc je dirais que ce sera la deuxième fois qu'un président du Conseil constitutionnel vient pour justement montrer à nos étudiants, qui sont des étudiants d'université parisienne en banlieue, qu'ils sont au centre des préoccupations des pouvoirs publics, des décideurs de la nation, et que réellement l'enseignement supérieur est une priorité pour tous, et que personne n'est laissé sur les marges du développement, qu'on soit en Seine-Saint-Denis, à Paris-Centre ou en Ille-et-Vilaine. Et donc c'est avec grand plaisir que je vais laisser Didier Guével présenter cette conférence. Merci. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de présidents. Je suis vraiment... On est plus longtemps ancien président. Oui, voilà. Je suis vraiment ravi, et je vous remercie infiniment, Monsieur le Président, d'être présent aujourd'hui. Vous avez accepté immédiatement mon invitation lorsque je l'ai formulée il y a maintenant quelques mois, et j'ai trouvé ça éminemment sympathique de votre part et vraiment très aimable. Et donc, soyez le bienvenu parmi nous aujourd'hui. Alors, je pense qu'on ne vous présente plus, tout le monde le sait. Vous êtes, j'allais dire, d'abord un juriste, magistrat. Vous fûtes magistrat, député, ministre de l'Intérieur, ce qui veut dire que vous savez tout de nous. Je laisse croire que je sais tout de vous. Voilà. Vous fûtes ensuite effectivement président de l'Assemblée nationale, où on a pu effectivement apprécier à la fois votre humour, votre façon de mener les débats, toujours un peu distancié. C'était toujours très apprécié, je crois. Et puis enfin, nous le savons, président du Conseil constitutionnel, et c'est à ce titre que vous avez la gentillesse de venir nous parler aujourd'hui de cette institution. Alors, je dois dire pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, que non seulement vous êtes l'éminent personnage de l'État en tant que président du Conseil constitutionnel, mais que vous êtes aussi un auteur prolixe. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, y compris d'ouvrages historiques, mais aussi des romans. J'ai lu autrefois, effectivement, Meurtre à l'Assemblée, il y a déjà quelques années. Bientôt, je fais Meurtre à Villetaneuse. Voilà, c'est ça que j'allais vous le suggérer. J'allais vous le suggérer. Mais donc, vous êtes effectivement quelqu'un à multiples facettes, extrêmement sympathique à tous égards. Je dois dire que quelqu'un qui est à la fois président du Conseil constitutionnel et qui a pu créer le fameux personnage de, je crois, Josiane Balladur, prostituée, dans un de ses romans, est quelqu'un, effectivement, à la fois de très sérieux, très compétent et en même temps distancié. Et c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Je dois dire que vous alliez, pour moi, l'intégrité, la compétence, le sérieux, mais aussi, vous savez, ne pas toujours vous prendre au sérieux. Et c'est pour moi, effectivement, une énorme qualité. Donc, soyez vraiment le bienvenu parmi nous, au milieu de notre monde estudiantin. Et nous allons vous écouter avec un intérêt non dissimulé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, je vous ai écouté. Vous avez dit du bien de moi. Quel bonheur. On ne meurt jamais d'une indigestion de compliments. Vous n'avez fait que des compliments. Simplement, j'avais un peu l'impression de participer à mon éloge funèbre. Alors, c'est une impression... C'est le fameux Meurtre à Villetaneuse. C'est ça. C'est une impression assez agréable, parce qu'en France, on réussit très bien les obsèques solennelles et on fait l'éloge de celui qui est décédé, mais il n'entend pas. Là, vous avez fait mon éloge et je suis encore en vie. C'est fantastique.
merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité et merci de me donner l'occasion de présenter une petite institution que l'on ne connaît pas, que l'on connaît mal et qui prend un rôle de plus en plus important pour la défense des libertés et du droit. 2 idées à retenir. Le Conseil constitutionnel était une institution politique, elle est devenue une institution juridictionnelle. Politique, juridictionnelle. Effectivement, au départ, quand a été créé en 1959 un Conseil constitutionnel, les constituants voulaient que ce Conseil assure le bon fonctionnement du régime parlementaire. Dans la Constitution de la Ve République, il y a un article, 2 articles essentiels. L'article 34 et l'article 37. L'article 34, c'est le domaine de la loi. Et l'article 37, tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement. Les constituants de 1958 en avaient assez de ces parlements qui s'occupaient de tout, qui légiféraient sur tout. Ils avaient une haute idée de la loi. La loi, elle doit uniquement concerner les libertés publiques, les grandes questions, et non pas le détail. Les dernières lois de la 4e République, il y avait une loi qui autorisait le gouvernement à acheter des soutiens-gorge pour les femmes qui travaillaient dans l'armée française. Est-ce que c'est le domaine de la loi que de permettre cela? Il y avait une autre loi qui réglementait la pêche en rivière et qui disait quand il fallait rejeter dans l'eau des poissons en raison de leur taille. Les constituants, héritiers des légistes de l'ancien temps, disaient « laissons à la loi l'essentiel », c'est-à-dire le droit de réunion, le droit d'aller et de venir, le droit syndical, le droit d'association, le droit de grève, la liberté religieuse, la liberté de croire ou de ne pas croire. Oui, la loi, qui est notre norme suprême, la loi, qui est notre règlement intérieur en France, elle doit traiter l'essentiel. Et donc, ils avaient imaginé un Conseil constitutionnel qui veillait au bon déroulement du régime parlementaire. Et puis progressivement, ce petit conseil est devenu une institution plus importante. Vous savez, il y a un grand auteur français qui s'appelait Montesquieu et qui avait dit que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Toute institution qui a du pouvoir est portée à étendre ce pouvoir. Et ainsi, ce petit conseil, qui était là pour veiller au fonctionnement de la Constitution, a trouvé qu'il était trop à l'étroit dans ses murs. Alors il a dit, je vais commencer à regarder la régularité des lois avec la Constitution, mais aussi, c'était en 1971, avec le préambule de la Constitution de 1958. Ce préambule renvoie à la Déclaration des droits de 1789 et à la Déclaration de 1946 sur les droits économiques et sociaux. Je ne regarde plus si la loi a respecté la Constitution de 1958, je ne regarde plus si la division entre le domaine de la loi a été respectée, je vais défendre toutes les libertés contenues dans la Déclaration des droits de l'homme et citoyens et tous les droits contenus dans le préambule de la Constitution de 1946. C'est déjà étendre le domaine, les normes de référence. Et puis, deuxième évolution,
lorsqu'en 1978, on a cherché à donner à l'opposition parlementaire des droits, on a dit, eh bien, on va permettre à l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel. Auparavant, on ne pouvait saisir le Conseil constitutionnel que le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Maintenant, on dit à toute opposition, eh bien, vous avez le droit, si vous regroupez 60 députés ou 60 sénateurs, de saisir le Conseil constitutionnel pour savoir si la loi est conforme à la Constitution. Déjà, une augmentation de son pouvoir. Mais ça reste un petit conseil, puisqu'il ne peut être saisi que des lois qui sont votées, mais qui ne sont pas encore promulguées. La loi, elle n'est pas encore la loi. Ça part du principe, en France, exprimé par un grand juriste, Carré de Malberg, la loi est l'expression de la volonté générale et on ne peut pas remettre en cause l'expression de la volonté générale qui s'est exprimée par les parlementaires, députés et sénateurs. Bien, ça fonctionne pas mal. Le Conseil rend 18 décisions par an, 20 décisions par an, avant que les lois soient promulguées. Et puis, va arriver la réforme de 2008, où là, on va dire, on va aller encore plus loin. Et ça s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. On va permettre à chaque justiciable, à l'occasion d'une instance judiciaire, pénale, prud'homale, administrative, etc. Si on lui dit on vous oppose tel article de loi, il peut dire attendez, avant de me condamner ou de m'appliquer cette disposition, je voudrais que le Conseil constitutionnel vérifie si cette disposition est toujours constitutionnelle. D'une petite institution, quand j'y suis arrivé, qui rendait 20 décisions par an, uniquement saisie par les politiques, le Conseil est devenu une institution juridictionnelle qui rend 300 décisions par an, saisie à 90% par les justiciables. Et ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est le sens de notre jurisprudence, c'est d'être une institution qui défend les droits et les libertés. Pour ce faire, j'ai juridictionnalisé le Conseil constitutionnel, 9 membres. 9 membres m'ont désigné pour 9 ans par le président de la République, 3, par le président de l'Assemblée, 3, par le président du Sénat, 3, renouvelable par tiers tous les 3 ans. À ces 9 membres, à côté de ces 9 membres, il y a des membres de droit. Vous allez tout de suite les reconnaître. Il y en a un qui est l'autre qui parle comme ça, et le troisième qui fait 3 membres de droit, qui sont les anciens présidents de la République. Je vous rassure tout de suite, ils ne nous dérangent pas beaucoup, puisque l'un est malade, ne vient pas, l'autre n'est pas content parce qu'on a annulé ses comptes de campagne, et le troisième trouve que maintenant, il avait été habitué, on rendait 20 décisions par an, maintenant 300, on travaille tous les jours. C'est pour quelqu'un qui est à la retraite un peu trop. Donc ils ne viennent pas et ils ne nous dérangent pas. Nous sommes saisis de toutes les lois qui, même anciennes, sont appliquées aux Français. Quel exemple? Quelle sorte de loi? Nous avons, parce que nous voulons être les défenseurs de la liberté, annulé une loi de 1838 qui permettait
l'hospitalisation sans consentement. C'est une privation de liberté. Or, la privation de liberté, elle doit être décidée par le juge. Or, la loi de 1838 permettait l'hospitalisation sans consentement d'une personne, sans intervention du juge. Nous considérons que chaque fois qu'il y a atteinte à la liberté, au droit pour chacun d'être libre, cette atteinte ne peut être décidée que par le juge judiciaire. C'est un juge indépendant. Nous avons annulé une loi qui prévoyait un tribunal maritime pour juger les infractions au code de la mer. Or, ce tribunal, qui était hérité de Colbert, était composé pas seulement de juges judiciaires, mais de représentants de l'administration. Or, il pouvait prononcer des sanctions. Or, en France, celui qui peut prononcer des sanctions pénales ou privatives de droit, c'est le juge judiciaire. Nous sommes devenus le juge du droit, le juge des libertés. Aujourd'hui, c'est ça le Conseil constitutionnel, cette institution juridictionnelle qui veille à la défense des droits et des libertés. Soit lorsqu'il est saisi par des parlementaires, soit lorsqu'il est saisi par des justiciables. Quelques exemples de notre intervention. Il y a quelque temps, nous avons été saisis d'une loi qui réglementait le port du voile sur la voie publique. La France est un pays laïque. Est-ce que cette loi qui interdit le port du voile sur la voie publique porte atteinte aux droits et des libertés? Nous avons jugé cette loi constitutionnelle, mais nous avons expliqué que pour la juger constitutionnelle, nous ne reprenions pas l'argumentation du gouvernement qui consistait à dire il faut interdire le voile sur la voie publique pour des raisons de sécurité. Nous avons dit non. Ça, c'est une appréciation qui se défend, mais qui n'est pas objective. Nous avons dit cette loi est constitutionnelle parce qu'il y a un principe en France hérité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'égalité entre l'homme et la femme. Or, imposer à des femmes, quelle que soit la raison, le port d'un voile, alors que l'on n'impose pas à l'homme une tenue vestimentaire particulière, c'est considérer qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Or, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen indique qu'il n'y a pas en France de différence de race, de religion ou de sexe. Voilà ce que nous avons décidé. Lorsque nous avons été saisis d'une loi portant sur le harcèlement sexuel, nous l'avons annulée. Non pas que je veuille défendre, vous avez eu peur, vous regrettiez de m'avoir invité. Non, au contraire. Non pas que je veux défendre le harcèlement sexuel, mais la loi indiquait est punissable de harcèlement sexuel toute personne qui fait du harcèlement sexuel.
Or, dans un pays comme le nôtre, il y a un principe essentiel que les crimes et délits, que les infractions doivent être définis, et définis avec précision. Et nous avons dit aux législateurs, vous voulez faire une loi pour réprimer le harcèlement sexuel, alors précisez quand, comment, dans quelles circonstances il peut y avoir délit de harcèlement sexuel, parce que sinon, c'est l'arbitraire du juge. Or, nul crime, nul délit n'existe s'il n'a pas été défini par la loi. Lorsque nous avons annulé la rétention administrative, la rétention de sûreté, qui permettait, lorsque quelqu'un avait été condamné à une peine, si à l'expiration de sa peine, il apparaissait qu'il n'était pas guéri pour les délinquants sexuels, on le maintenait en prison. Or, il y a un principe essentiel en France qu'on vous a appris dans tous les cours de droit, de la non-rétroactivité de la loi. Vous ne pouvez pas être condamné pour une loi qui n'existait pas au moment où vous avez commis votre infraction, sinon ce sont les lettres de cachet de l'Ancien Régime. Et nous avons dit au gouvernement, vous pouvez, pour l'avenir, prévoir une rétention de sûreté, mais vous ne pouvez pas appliquer cette loi, cette sanction, à des gens qui, au moment où ils ont commis leur infraction, cette loi n'existait pas. Vous voyez, à travers ces quelques exemples que je vous donne, et c'est parfois difficile de faire comprendre à l'opinion ce que nous voulons. C'est difficile parce qu'il y a la médiatisation. Et quand on a annulé le harcèlement sexuel, immédiatement j'ai vu des gens défiler disant « Debré est contre la répression du harcèlement sexuel ». Non, non. Simplement, nous vivons dans un état de droit qui est difficile à maintenir. Il faut être sur les principes juridiques et sur les principes qui sont marqués dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, exemplaires, et ne permettre aucune entorse, aucun détour concernant ces principes généraux. Et notre sanction est très forte, puisque si nous déclarons un article ou une loi inconstitutionnelle, elle n'existe plus. Elle est rayée de l'ordre juridique français. C'est ça notre juridiction. C'est ça notre force. Et notre force, elle est aussi que contrairement au Conseil d'État, à la différence de la Cour de cassation, à l'opposé de la Cour européenne des droits de l'homme, nous rendons nos décisions dans un délai extrêmement court, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup et que vous me voyez très fatigué, en 2 mois et 20 jours. Entre le moment où l'on dépose devant le Conseil constitutionnel son recours contre un article et le moment où nous rendons notre décision publiée sur notre site internet du Conseil constitutionnel, il y a un délai que je ne veux pas qu'il dépasse 2 mois et 15 jours. Parce qu'aujourd'hui, le temps de la justice, contrairement à l'époque où j'étais magistrat, ce n'est plus le temps des magistrats, c'est le temps des justiciables. On n'a plus le temps d'attendre. Voilà cette institution politique devenue une juridiction constitutionnelle saisie en majeure partie par les justiciables qui défend des droits et des libertés. Nous avons une seconde fonction, en dehors de cette fonction juridictionnelle, c'est d'être le juge
des élections des députés et des sénateurs. Et là, nous sommes saisis de tous les recours, quand il y a des élections pour les députés ou quand il y a des élections pour les sénateurs, faits par des justiciables contre l'élection du député ou contre l'élection du sénateur. Lors des dernières élections législatives, nous avons eu 400 recours. 400 recours que nous avons jugés dans l'année qui suit les élections, avec une possibilité très grave qui consiste à annuler l'élection, à dire que l'élu n'a pas été élu, et si les faits sont graves, à décider d'une inéligibilité, ne peut pas se représenter aux élections pendant 1 an, c'est-à-dire que c'est une mort politique. Enfin, et l'actualité l'a montré très clairement, nous sommes le juge d'appel des comptes de campagne des élections présidentielles. C'est nous qui jugeons ces comptes et ça a amené le Conseil à, il n'y a pas si longtemps, refuser les comptes de campagne de l'ancien président de la République. C'est ça notre pouvoir. Nous sommes juges d'appel. Donc il y a un premier ressort qui est la Commission nationale des comptes de campagne. Si elle voit qu'un candidat n'a pas respecté la loi, eh bien, elle refuse ses comptes. Le candidat peut nous saisir et nous avons la faculté d'annuler, d'approuver ou de réformer les comptes. C'est ce que nous avons fait, qui fait que le candidat en question n'a pas été remboursé de ses frais de campagne. Voilà ce Conseil constitutionnel. Je voudrais, avant de répondre à des questions, si c'est prévu, on est à vous dire l'université. combien c'est difficile. Parce que il ne faut pas que nous soyons le législateur à la place des députés et des sénateurs. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans le gouvernement des juges, car nous n'avons pas la légitimité des députés et des sénateurs. Nous ne sommes pas élus. Ce n'est pas à nous de dire quelle doit être la loi. Nous devons veiller à ce que cette loi, quelle que soit la majorité, reste dans la tradition de la France, du respect des droits et des libertés. Je vais prendre un exemple. Lorsque nous avons été saisis par des parlementaires d'opposition de la loi sur le mariage pour tous, vous en avez entendu parler. Quel était le rôle? Et c'est très important pour bien voir quel est notre rôle qu'il ne faut pas dépasser. La question n'est pas de savoir pour nous si c'était bien ou si c'était mal. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de permettre à 2 femmes ou à 2 hommes de se marier? Ça, c'est la morale, ça, c'est la religion. Nous ne sommes pas là pour dire le bien ou le mal. Nous ne sommes pas une autorité religieuse. Nous ne sommes pas une autorité morale. Ça ne nous concerne pas. Chacun peut avoir son jugement. Chacun peut avoir son réflexe. Pas nous. Donc, il ne nous appartient pas de dire si c'est bien ou si c'est mal. Il ne nous appartient pas non plus de dire s'il est bien ou s'il n'est pas souhaitable que la société française se construise autour de la reconnaissance de l'homosexualité et de la reconnaissance de l'homosexualité dans le mariage. Ça, c'est le législateur. C'est lui qui fait les lois. C'est lui qui a été désigné au suffrage universel pour dire comment il veut construire la France. La seule question que nous devons nous poser,
et que nous nous sommes posés est de savoir, est-ce que permettre à deux hommes ou à deux femmes de se marier, est-ce que ça porte atteinte aux droits et aux libertés? Est-ce que ça porte atteinte aux droits des autres et aux libertés de tous? C'est ça la question. Si nous sortons de cette question, si nous allons sur le domaine moral ou si le domaine législatif, nous rentrons dans le gouvernement des juges. Alors c'est vrai que la question qui se pose et qui est la plus difficile, c'est ce Conseil qui est devenu le défenseur des droits et des libertés. Il faut qu'il soit indépendant du pouvoir, quel qu'il soit. Parce que nous nous opposons directement au pouvoir, quelle que soit sa coloration politique. C'est pour ça que nous sommes désignés pour 9 ans, que nous ne pouvons pas postuler un second mandat, qu'au bout de 9 ans, c'est fini, et que pendant les 9 ans, nous ne pouvons exercer aucun autre métier, sauf l'écriture, notamment de romans policiers, parce qu'on appelle ça les œuvres de l'esprit. Moi, j'appelle ça les œuvres du mauvais esprit, mais ça n'a aucune importance. Là, on est dans la fiction. Et donc, oui, notre problème, le problème de toutes les cours constitutionnelles dans le monde, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, c'est comment faire pour que cette cour constitutionnelle soit indépendante. Vous comprenez? Lorsque, il y a quelques années, nous avons annulé la taxe voulue par l'ancien président de la République, qui était la taxe carbone. Le président Sarkozy avait décidé de faire voter par le Parlement une loi qui imposait tous ceux qui polluaient par l'émission de CO2. Et nous avons annulé cette loi voulue par le président de la République. Nous ne l'avons pas annulée parce qu'on s'opposait à Sarkozy. Nous l'avons annulée parce qu'il y a un principe qui dit que, hérité de la Déclaration des droits de l'homme, de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Or, quand on crée un impôt et qu'on exonère de cet impôt 93% des contribuables, on a une rupture de l'égalité devant les charges publiques. Mais il faut affronter le pouvoir de face. Mais il faut dire au pouvoir, chacun chez soi. Vous avez fait cette loi, très bien, nous la sanctionnons. Au nom de principes juridiques. Lorsque, quelques années plus tard, le candidat Hollande, dans sa campagne électorale, faisant de cette mesure une mesure phare pour obtenir l'adhésion de ses concitoyens, a dit « je vais surtaxer de 75% un certain nombre de revenus supérieurs à un certain niveau », nous avons annulé. Et nous avons annulé pour dire, écoutez, dans le droit français, dans la déclaration française, l'impôt n'est pas une confiscation. L'impôt, c'est une contribution. Or, lorsqu'on arrive avec cette taxe de 75%, plus les autres impôts, à frapper, fût-ce des revenus importants, à plus de 100%, ce n'est plus de la contribution, c'est de la confiscation. Au surplus, il y a une règle essentielle en droit qui est qu'on touche les gens par ménage fiscal et non pas individuel. Mais pour annuler cette taxe, il faut une indépendance. Il faut pouvoir dire au pouvoir, vous faites ce que vous voulez, moi je respecterai. Et tout le problème du Conseil constitutionnel, comme de la Cour constitutionnelle allemande, comme de la Cour constitutionnelle italienne, portugaise ou américaine, pour prendre les principales, ou brésilienne, qui est
à bien des égards assez remarquable, c'est de trouver son chemin pour rester dans le droit, rien que le droit, et de ne pas se soumettre aux influences des uns et des autres. Voilà ce Conseil constitutionnel, voilà cette institution politique qui est devenue une juridiction constitutionnelle. Juridiction qui doit rendre ses décisions suivant la forme qui est imposée, qui est le contradictoire. Le contradictoire, c'est-à-dire, et d'ailleurs, Monsieur le Doyen, Président, je suis prêt à recevoir les étudiants de Villetaneuse au Conseil constitutionnel pour montrer ce que c'est que le contradictoire. Il n'y a pas de justice si la justice est secrète. Il n'y a pas de justice si on ne permet pas aux uns et aux autres de voir comment ça se passe. Il n'y a pas de justice si les juges ne sont pas indépendants. Et donc, j'ai fait adopter un règlement de procédure, un code de procédure. Et ce code de procédure, il est très clair. Il a des principes. Premièrement, il y a des dates de notification. Quand on est hors des dates, on est forclos. Les avocats peuvent récuser un membre du Conseil constitutionnel, comme dans la cour d'assises, parce qu'il faut être sûr de ses juges. Alors, c'est là où j'ai vu la grande différence entre mes voisins de droite et mes voisins de gauche. Quand j'ai fait passer la récusation, mon voisin de droite, je ne suis pas très bien tout ça, parce que nous sommes membres de droit, et c'est très désobligeant. Et mon voisin de gauche m'a dit, tant mieux, on ira prendre une petite bière pendant ce temps. C'est tout ce qu'il dit ça. Mais c'est une question essentielle. Parce que vous devez être sûr de vos juges, même lorsque ce que l'on juge, c'est la loi. C'est la loi. On ne juge pas des individus. On juge les conséquences de la loi sur des situations individuelles. Mais ce qui nous préoccupe, c'est la constitutionnalité de la loi. Après la récusation, une audience publique où viennent s'exprimer devant les juges, devant les membres du Conseil, dans une salle d'audience que j'ai fait construire, ceux qui attaquent la loi ou l'article de la loi, qui vont expliquer face aux représentants du gouvernement, du Premier ministre, pourquoi ils contestent la loi, en vertu de quel principe ils la contestent, et la partie adverse, comme dans un procès normal, le représentant du gouvernement va dire pourquoi, à son point de vue, cette loi est conforme aux droits et aux libertés. Alors, ce pouvoir qui s'exprime dans le contradictoire, avec un délibéré où ne peuvent prendre part au délibéré que les membres du Conseil qui ont assisté à l'audience de plaidoirie, ce délibéré, il n'est pas vain, car depuis que je suis là, nous avons annulé, en tant que loi ou article de loi, 30% des lois ou des articles de loi qui nous ont été soumis. Ça montre bien que ce pouvoir de défense des libertés, défense des droits et des libertés, n'est pas une illusion. Alors pourquoi, en l'espace de quelques années, nous sommes intervenus si souvent pour réformer des lois? C'est un autre sujet, mais c'est la conséquence du pouvoir pris dans ce pays par le Conseil constitutionnel. Je voudrais donner 2 chiffres. Au début de la Ve République, le Code des lois, c'est-à-dire les lois votées par le Parlement
en une année, faisait 400 grammes. En 2012, on s'est arrêté après, il faisait 6 kilos. Le papier est devenu plus épais. Oui. Nous avons statué et nous avons actuellement en examen, en décision dans quelques jours, nous avons statué sur une loi qui faisait 248 pages, dont un article à lui tout seul faisait 28 pages. Et en ce moment, nous avons dans nos stocks, en train d'être jugés très rapidement, des lois qui font entre 200 et 220 pages. La loi est devenue bavarde. La loi est devenue un instrument de la communication politique pour répondre à une inquiétude du public et de nos concitoyens. Nous vivons dans la tyrannie de l'instantané, dans la tyrannie de l'information. Et un exemple, je suis comme le médecin, quand j'affirme quelque chose, il faut que je en fasse la démonstration. Je lis dans le journal, il y a quelque temps, qu'un chien avait mordu un enfant. Triste. Mais depuis que les chiens existent et que les enfants existent, il y a eu dans les campagnes des chiens qui ont mordu des enfants, rarement des enfants qui ont mordu des chiens. Pendant un siècle, ça faisait 3 lignes ou une page dans le journal local. Je vois ça et j'appelle le député que je connaissais un peu de ce département et je dis, tu ne vas pas me faire une loi. Tu ne vas pas me faire une loi pour interdire aux chiens de mordre les enfants. Il m'a dit non, mais je suis dans une situation très difficile. Il y a 50 ans, un siècle, 3 lignes dans le journal local. Là, TF1 20h ouvre là-dessus. Inquiétude, angoisse. Les électeurs viennent le voir. Monsieur le député, qu'est-ce que vous allez faire? Si il vous répond ce qu'on pourrait lui répondre, si ce n'était pas dramatique, bah que le petit garçon morde le chien. Il m'a dit, je ne peux pas répondre ça. Il faut que, devant cette inquiétude légitime des parents, de l'opinion publique, qui a été alertée sur cette question, il faut que je trouve quelque chose, une parade. Alors je comprends bien, la loi est absurde, donc je vais faire un amendement pour dire que certains chiens doivent être classés dans des catégories, etc. Et je lui dis, les corneaux, tu les mets où? Vous voyez que la loi, et c'est pour ça que les institutions comme la mienne prennent de plus en plus d'importance, c'est que la loi est imprécise et bavarde. Une autre loi arrive sur le bureau du Conseil, celle-là, je l'ai annulée. Article 1er, le directeur dirige. Remarquable, monsieur le doyen, monsieur le président. Enfin, à mon âge, je savais ce que faisaient les directeurs. Et j'appelle l'auteur de la loi en disant, mais c'est absurde. La loi, elle doit fixer des normes. Elle peut dire, le directeur dirige dans tel cas. Elle ne dit pas, le directeur dirige. Ce qui serait une norme, c'est que le directeur ne dirige pas. Et je dis, mais attention, vous êtes en train de me donner un pouvoir exceptionnel qui va me faire sortir de mon rôle, puisque je vais vous annuler la loi, parce que dire le directeur dirige, ça ne veut rien dire. Et donc, au fur et à mesure que le législateur est moins rigoureux, au fur et à mesure de cette tyrannie de l'instantané, on a, mais ce n'est pas propre à la France, des lois énormes qui permettent aux juges constitutionnels progressivement de devenir le juge de l'opportunité de la loi.
Et c'est un risque qui est très grave dans les pays démocratiques, car encore une fois, nous sommes nommés, nous sommes indépendants. Je vous l'ai dit, nous faisons tout pour le rester, mais nous n'avons pas la légitimité de faire la loi. Ce n'est pas à nous d'écrire la loi, c'est au législateur. Or, en faisant des lois imprécises, en faisant des lois énormes, en faisant des lois bavardes, eh bien, on permet aux juristes, aux juges constitutionnels, d'intervenir souvent, et c'est ce qui explique le nombre et l'importance de lois que nous avons annulées ou les articles de loi. Voilà ce Conseil constitutionnel, voilà sa difficulté. Désormais, nous sommes saisis de toutes les lois, puisque dans ces circonstances politiques qui sont celles de la France, l'opposition nous saisit de tout. Et en plus, les justiciables nous saisissent des lois anciennes ou même des lois nouvelles. Ce qui fait que quand je suis arrivé à ce Conseil, il y a maintenant 7 ans, on rendait 18 décisions, c'était cool, relax. Les juristes pouvaient colloquer à l'étranger, toujours à Agadir, Marrakech, Venise, jamais Roubaix, Tourcoing, et je ne les ai pas vus colloquer à Villetaneuse. Mais ils ont tort, mais c'est pour ça que je suis là. Et qu'aujourd'hui, cette imprécision de la loi, cette imperfection de la loi, fait qu'on est passé de 18 ou de 20 décisions à 250, l'année prochaine 300. Et qu'il faut aussi, mais je ne vais pas rentrer sur ce sujet, que nous fassions attention à ne pas être facteur d'instabilité de la loi. Car les juristes, mais aussi les économistes, les citoyens, ont besoin d'avoir des lois qui ne changent pas de principe régulièrement. Et donc, dans cette multitude de lois, dans cette multitude de réglementations, il faut que nous prenions notre com avec beaucoup de précaution pour ne pas créer une instabilité. Voilà ce conseil. Si je résumais en 2 mots, je dirais que le membre du Conseil constitutionnel, il n'a pas de crayon, il a une gomme. Il n'a pas de crayon pour écrire la loi, il a une gomme pour effacer tout ce qui est contraire aux droits et aux libertés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Mais, Monsieur le Président, nous allons poser les questions, j'en suis sûr, mais j'ai retenu de votre long exposé une proposition, et je suis sûr que le doyen Guével va se précipiter, c'est que vous avez invité nos étudiants à venir assister à vos séances publiques, et je suis certain que l'université fera tout pour vous permettre d'y assister. Pas tous ensemble. Non. On organisera ça, n'est-ce pas, Didier? Oui. Et je pense que c'est une excellente chose que nos étudiants aillent se rendre compte sur place, pas seulement au Conseil constitutionnel, mais dans le tribunal de Bobigny, au tribunal de Paris, de voir comment se rend la justice. C'est quand même une expérience que même un étudiant en médecine comme moi a apprécié quand j'étais étudiant. Nous le faisons beaucoup. Alors, simplement, il faut venir par groupe de 50, puisque nous sommes un tout petit amphithéâtre. Et vous venez avant l'audience, on vous présente l'audience, les étudiants assistent à l'audience, et nous les reprenons après pour leur demander, sans préjuger de ce que nous ferons, de juger notre place. Ah ben. Et vous verrez à ce moment-là combien l'acte de juger est difficile. Chacun a sa vérité. Vous savez, il y a
un auteur français qui était Anatole France, qui disait « Heureux ceux qui n'ont qu'une vérité, plus heureux et plus grands, ceux qui ont assez fait le tour des choses pour savoir qu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités. Alors, enrichissons-nous de la vérité des autres. » Et dans tous les jours, quand je juge, et que j'arrive en séance en disant, parce que j'ai travaillé mon dossier, voilà la solution. Eh bien, il ne faut pas que j'arrive comme ça. Il faut que j'arrive en disant, voilà ce que je pense, et je vais voir si les uns, les autres ont la même opinion que moi, et il faut avoir l'humilité de concevoir pendant le délibéré qu'on n'est pas dans la vérité. Et ça, c'est très important, et ce délibéré collectif a été pour moi quelque chose de très important, puisque j'étais magistrat, mais je sortais de la politique où les hommes politiques, quels qu'ils soient, n'ont qu'une vérité, c'est la leur. Ils se foutent de la vérité des autres. Ah, c'est leur vérité. Eh bien là, il faut justement, parce que ce qui est en cause, ce sont des hommes, des femmes, des droits, des libertés, avoir des délibérés où on écoute les uns et les autres, et après, on essaye ensemble de trouver une solution. Nos délibérés sont très longs, puisque la moyenne d'un délibéré au Conseil, c'est entre 4 et 5 heures. Mais on ne peut pas sortir de la salle. C'est pour ça que mes camarades de droite et de gauche ne viennent plus, parce qu'au bout d'une heure, ils n'y tiennent plus. Ils ne tiennent plus. C'est pour ça qu'il faut plus de femmes au Conseil constitutionnel. Pour qu'ils restent ? Pour qu'il n'ait pas de besoin physiologique. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, monsieur le professeur. Bien, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors, les micros. monsieur. Les micros, s'il vous plaît. Merci. Ben, il ne parle qu'avec un micro. Oui, déjà un peu cabotin. Oui. Merci. En fait, je voudrais revenir sur la question prioritaire de constitutionnalité pour dire que est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une sorte de concurrence entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel par rapport à vous une concurrence ouais. Dans la mesure où les justiciables, justement, ne pourront pas vous saisir directement, mais ils doivent passer au préalable par ces cours suprêmes et qui parfois ils refusent et que vous n'avez pas l'occasion de vous prononcer, est-ce que leur jugement est fondé ou pas. Deuxièmement, en fait, je voudrais revenir sur une deuxième question. Je vais répondre d'abord à la première question. Non, parce que j'ai un petit esprit, et si vous posez deux questions, je ne me souviens plus de la première. Quand j'ai mis en place la question prioritaire de constitutionnalité, j'ai fait le tour de ce qui se passait dans les pays étrangers. Je suis allé à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, à la Cour constitutionnelle, au tribunal constitutionnel de Karlsruhe, à la Cour constitutionnelle italienne, à la Cour espagnole, à la Cour portugaise. Et là, il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que chaque citoyen peut saisir ces juridictions suprêmes. Ce qui a pour conséquence un engorgement. À la Cour constitutionnelle italienne, ils mettent 2 ans pour rendre leur décision. Au tribunal de Karlsruhe, la même chose. Et donc, je ne voulais pas, car je vous l'ai dit, j'ai une conviction, un peu de conviction, mais cela, je suis certain, le temps de la justice n'est plus le temps des magistrats, c'est le temps des justiciables. Et donc, je voulais un filtre. Il faut savoir que chaque année, il y a de l'ordre de 4000 QPC soulevés en France. Si chaque année nous avions 4000 QPC à examiner au Conseil constitutionnel, je ne pourrais pas tenir dans des délais aussi courts. Et puis il faut essayer d'éviter les recours devant le Conseil constitutionnel qui sont des recours dilatoires pour gagner du temps. Donc j'ai voulu, et j'en porte la responsabilité,
J'ai incité le législateur à prévoir un filtre de la Cour de cassation, un filtre du Conseil d'État, pour que nous ayons un nombre moins important de QPC pour nous permettre de nous focaliser sur les grandes questions et non pas sur les questions de taille. Alors c'est vrai. Ce qui explique peut-être le fait que vous ayez un nombre d'invalidations si important, un pourcentage. Absolument. Alors c'est vrai que la Cour de cassation a un peu de mal à nous accepter. Pendant un siècle ou plus, elle a été la Cour suprême. Et tout d'un coup, elle voit arriver un petit truc institutionnel qui au début ne la gênait pas. Aucune importance, 18 décisions avant que la loi ne soit votée, ça n'avait aucune importance. Et puis ce petit truc, ce machin institutionnel, progressivement, il a pris du pouvoir. Et il apparaît, même si en France, il ne faut pas employer ce mot parce qu'on a peur des mots, il apparaît comme une Cour suprême. C'est-à-dire qu'il est en train de juger non seulement la loi, mais il commence à juger la jurisprudence de la Cour de cassation ou du Conseil d'État. Et ça, la Cour de cassation, le Conseil d'État, voit son prestige, sa place remise en cause. Alors, c'est déjà miraculeux qu'en France, en l'espace de 4 ans, on ait fait une telle réforme juridique. Là, je milite maintenant pour une toute petite évolution qui consiste à pouvoir, dans certains cas, contourner le filtre pour le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que lorsqu'arrive à la Cour de cassation ou au Conseil d'État une QPC, comme nous sommes informés, avant que le Conseil ou la Cour la rejette, on dit non, nous, ça nous intéresse. Ça, c'est un premier contournement. Deuxième contournement que je propose, mais il faut semer pour que les gens évoluent, c'est de permettre aux défenseurs des droits, qui peut, en France, se constituer partie civile, de nous saisir quand il a le sentiment qu'une loi porte atteinte à des droits ou à des libertés. Voilà l'évolution. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas vocation à rendre des milliers de décisions par an. Parce que pour moi, je vais employer un terme, mais ne le reprenez pas, pour moi, une véritable Cour suprême, et je crois très profondément que très progressivement, on va y arriver en France, mais ne le dites pas. Ne le dites pas. Une grande Cour suprême doit rendre des décisions peu nombreuses, fondamentales et lisibles. Or, quand vous avez la Cour de cassation ou le Conseil d'État qui rendent des dizaines de milliers de décisions par an, on ne sait plus où on en est. Eh bien, il faut que le Conseil constitutionnel, sur des grandes décisions concernant la liberté, les droits de chacun, rende une décision qui est lisible, qui est audible, et je ne revendique pas des milliers de décisions, je revendique simplement que le Conseil, que la Cour de cassation et le Conseil d'État ne nous bloquent pas certaines QPC. Je prends un exemple sur la loi sur l'abus de biens sociaux. Vous savez qu'en France, les infractions sont prescriptibles, qu'un crime est prescriptible, sauf les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Et la jurisprudence de la Cour de cassation, par lâcheté du Parlement, a ajouté qu'il était imprescriptible l'abus de biens sociaux, c'est-à-dire un délit. Alors vous avez intérêt à tuer votre belle-mère,
à rester planqué pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, le crime est prescrit. L'abus de bien social, qui n'est pas bien, qui est un délit, lui, est imprescriptible. C'est au législateur de dire quels sont les crimes et les délits qui, en France, sont imprescriptibles. Or, l'abus de bien social, l'imprescriptibilité a été imposée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Ce n'est pas acceptable. Voilà. Autre question. Deuxième question. Et ça sera la dernière. Oh là là, Ça sera la dernière. gens. En fait, moi, je voudrais toujours revenir sur les conséquences maintenant de la QPC, en fait. Parce que dans certaines de vos décisions, il y a des décisions assorties de réserves d'interprétation. Oui, oui. Voilà. Et d'autres qui sont différées dans leurs effets alors qu'ils sont inconstitutionnels. Oui, Voilà. oui, oui. Donc, Mais vous êtes vachement fort. Hein. Ah, c'est des étudiants en droit. Hein. Quelle Ils ont- année, ils quelle ont- année, quelle année En quelle année vous êtes? En quelle année êtes-vous? Ah, 5e. Ah bah oui, j'ai bien fait de venir. Alors, oui, oui, oui. Nous veillons à ne pas être législateur. Et donc, si on peut, on renvoie au législateur, on lui donne un délai pour qu'il modifie la loi. C'est ce que nous avons fait sur la loi concernant la garde à vue. C'est ce que nous avons fait sur la loi concernant les pensions de retraite, etc. Nous disons quoi? Nous disons la loi est inconstitutionnelle. Mais l'inconstitutionnalité, elle prendra effet dans 6 mois ou dans 1 an. Et vous avez ce délai législateur pour refaire une nouvelle loi. C'est ce que nous avons fait sur l'hospitalisation sans consentement. Alors nous le faisons pour les lois de procédure. Nous ne le faisons pas, et on n'a pas fait sur le harcèlement sexuel, parce que c'était sur le fond de la loi. Donc oui, nous renvoyons au législateur le soin d'éviter de refaire une nouvelle loi. S'il ne la refait pas, la loi qui est là devient inconstitutionnelle au bout d'un certain délai. Alors, pour la réserve d'interprétation, là, je vois très attention, et je fais très attention, parce que, comme pour les saisines d'office, comme pour les saisines a priori, on a décidé, pour les saisines a posteriori, d'entrer dans le système des réserves d'interprétation qui est assez contestable. Puisque nous disons, on n'annule pas la disposition, la loi, mais vous devrez l'appliquer ainsi. J'en conviens, nous sommes à la limite du gouvernement des juges. Mais on l'a fait. C'est vrai. Vous auriez dû rester chez vous. Hein. Là, vous me mettez en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il fallait éviter le gouvernement des juges. Là, on y est. Mais il ne faut pas qu'on aille trop loin. Mais de temps en temps, si vous voulez, plutôt que de mettre en marche une énorme machine, la machine de l'annulation, on dit, écoutez, on ne va pas annuler, mais il faut appliquer la loi dans ce sens. Il y a une question là-haut. Par rapport à la nomination des juges constitutionnels, le fait est que malgré le principe d'indépendance, d'objectivité, ils sont nommés par des organes politiques, le président de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce qui peut poser sans doute un risque. Je ne pense pas que le conseiller actuel ait ce problème et ce risque, mais il y a toujours ce risque sur l'interprétation de la Constitution, car on le sait, le politique a une pensée très subjective, et tout aussi un risque de compétence, parce que si la personne nommée s'avère ne pas avoir exercé de profession juridique, ou même avoir été étudiant ou étudié le droit, et ne serait-il pas justement préférable que les
juges constitutionnels soient des magistrats de carrière nommés par un organe indépendant? Beaucoup de questions. D'abord, est-ce que vous pouvez me rappeler, laissez le micro, qui nomme le premier président de la Cour de cassation, qui nomme le premier président de la Cour de cassation, qui nomme le vice-président du Conseil d'État? Je ne sais pas. Le gouvernement. Dans un État, l'autorité de nomination qui a la légitimité, c'est le gouvernement et le Premier ministre. Alors, il n'y a pas de système de nomination qui ne soit pas exempt de reproches. La première chose que, avant de me poser la question, qu'il faudrait dire, parce que c'est ça le fond de l'affaire, est-ce que... Moi, j'ai été nommé par Chirac. D'accord? Je m'en cache pas. Est-ce que, depuis 6 ans, il y a eu une décision du Conseil qui a porté le sceau de la politique? Est-ce qu'on peut me dire, dans telle décision, le Conseil n'a pas été impartial? Première réponse. Deuxièmement, la délibération est une délibération collective. Nous nous réunissons, les 9, il faut trouver une majorité, chacun s'exprime. Troisièmement, il n'y a pas de bonne solution. Si je prends le système allemand, ou le système espagnol, ou le système italien, où les membres de la Cour suprême sont nommés par le Parlement, c'est le règne de la politique. Le tribunal de Karlsruhe, pendant 2 ans, on n'a pas nommé 2 membres, 2 sièges qui étaient vacants, parce que les partis n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc, je préfère un système clair où on est nommé par l'autorité légitime, on sait d'où on est. Moi, je commence toujours mes réunions de délibérés en rappelant aux uns et aux autres qu'ils ont, à l'égard de l'autorité de nomination, un devoir d'ingratitude et d'indifférence. Deuxièmement, faut-il que ce soit des magistrats professionnels? Non. Non. Je vais être un tout petit peu, un peu exagéré, caricatural. Si vous, président de la République, ce que vous serez bientôt, vous me demandiez à moi, voilà, qui nommé au Conseil constitutionnel? Je dirais, mais c'est caricatural, hein, j'en ai rien à foutre qu'il soit juriste ou pas. Avec les moteurs de recherche, on a toutes les jurisprudences, on sait tout. Ce que je veux, ce que je souhaiterais, c'est qu'on nomme quelqu'un qui n'a rien à attendre du pouvoir, quel qu'il soit. Parce qu'il a un certain âge, parce qu'il n'en a plus rien à foutre, parce qu'il écrit des romans policiers et que c'est ça ce qu'il aime, que plaire aux uns et aux autres, je m'en fous. Je m'honore d'être le seul ancien ministre de l'Intérieur, ancien parlementaire pendant 20 ans, ancien président de l'Assemblée nationale, membre du Conseil constitutionnel, à n'avoir aucune décoration. Et je la refuse. Je ne la refuse pas par prétention. Je la refuse parce que je peux dire à mes petits camarades que lorsqu'on est magistrat, lorsqu'on est appelé à juger, on ne doit pas réclamer quelque chose au pouvoir. Donc, oui, un juriste, pour être clair, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être capable
de ne pas chercher à plaire au pouvoir, quel qu'il soit, parce que vous n'attendez plus rien du pouvoir. Juger la loi, ce n'est pas juger un divorce, ce n'est pas juger une affaire d'accident de la route ou d'un meurtre, c'est juger un acte qui a été voté par des gens qui ont une légitimité qui est supérieure à la nôtre. Et par conséquent, il faut affronter le pouvoir parlementaire et le pouvoir politique. Et pour ce faire, il faut être droit dans ses bottes, bien dans sa tête, et ne pas chercher à plaire au pouvoir, quel qu'il soit. Donc voilà, alors naturellement juriste. Mais vous savez, il y a quelques années, j'ai commencé au Conseil, il y avait une femme tout à fait exceptionnelle, qui était une sociologue, Madame Schnapper. Elle n'est plus. Elle n'en avait rien à foutre du droit. Elle ne connaissait rien au droit. Mais quel bon sens, quelle leçon d'indépendance elle nous a donnée. Et je le prends toujours en modèle. Parce que cette femme, elle était sociologue, elle avait professé, c'était la fille de Raymond Aron. Et elle avait un tel détachement des uns et des autres et du pouvoir qu'elle assurait l'autorité du Conseil. Donc je me méfie de cela et je me méfie de magistrats professionnels parce que juger la loi, vous ne pouvez pas toute votre vie juger la loi. Parce qu'à ce moment-là, vous avez tendance à devenir législateur à la place du législateur. Et je crois que 9 ans, ça suffit. Et quand, il y a quelques années, on a réformé la Constitution, on est venu demander si on ne pouvait pas mettre un amendement dans la réforme de la Constitution qui permettait de renommer pour un 2e mandat. Et j'ai dit, mais vous êtes complètement malades, les mecs. Complètement à l'ouest. Parce que permettre à un membre d'être renommé, c'est de le pousser à aller faire la cour du pouvoir. Donc, l'important, essentiel, des juristes, naturellement, pas uniquement de ça, mais aussi des responsables politiques. Je vais prendre un exemple. Non, voilà, c'est clair comme ça. Oui, parce que je suis trop long. Oui. Par ici, là. Ah ben il y a une jeune femme à qui... Oui. Je vous défends, madame, mais... Oui. Ils sont complètement machos. Oui. Bonjour. Quel Bonsoir est plutôt. Ça Bonsoir. va. Ah, pas encore. Quelle est selon vous la composition idéale d'un conseil constitutionnel? J'ai un peu répondu à l'instant, si vous voulez. D'abord, c'est un conseil constitutionnel à égalité d'hommes et de femmes, parce que je crois beaucoup à l'exemplarité, puisque nous rendons des décisions qui doivent être exemplaires. On doit être à l'image de la société française. Un conseil constitutionnel qui est composé de gens indépendants et libres de faire fonctionner leur âme et conscience. Moi, je leur dis toujours, quand on prend une décision, jugez en votre âme et conscience. Ne demandez pas s'il faut faire plaisir à un tel ou à un tel. Jugez. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que lorsque nous jugeons, nous nous mettons tous dans une même salle, la salle du délibéré, que nous fermons les portes et que si nous sortons de la salle délibérée, on ne peut pas revenir. Parce qu'il faut qu'il y ait une alchimie particulière qui se fait par cette vie collective, alors c'est pas un monastère, hein, par cette vie ensemble où on va passer 5, 6 heures sans bouger pour essayer de trouver la vérité et de trouver une vérité. Donc voilà un conseil. Vous savez, Rousseau disait que la démocratie, elle ne peut fonctionner qu'avec un peuple de Dieu. On n'a pas ça. Alors, on essaye, et tout le rôle du président, c'est de faire en sorte que nos délibérations, elles soient marquées du sceau de la liberté et de l'indépendance des membres. Voilà. Madame. Oui. Bonjour monsieur, merci de votre venue. Ça a été une belle transition puisque ma question porte sur les inégalités hommes-femmes. Vous avez dit que la loi est assez bavarde. Effectivement, il suffit d'un événement
qui concerne principalement une minorité pour qu'une loi soit créée. À cet effet, pour qu'une loi soit créée, soit établie. Je parle principalement de la burqa, mais ma question ne porte pas du tout sur la burqa. Je voudrais savoir, par rapport aux inégalités hommes-femmes, que pensez-vous d'une femme qui choisit de se voiler, simplement comme moi par exemple, qui choisit simplement de porter le voile mais qui n'a pas le droit d'aller à l'école, enfin disons d'entrer à l'école parce qu'elle est voilée. Vous avez fait une référence tout à l'heure, mais malheureusement j'ai raté une partie parce que j'étais en cours. Je voudrais plus de précision là-dessus parce qu'une femme a le droit de choisir sa tenue vestimentaire, a le droit de pratiquer sa liberté de culte, tout comme un homme a le droit de le faire. Un homme se voit moins qu'une femme, malheureusement, mais c'est comme cela que ça doit être. Une égalité de transparence. Je voudrais savoir à cet effet ce que vous entendez par laïcité, qui est citée à la Constitution. Ne devrait-on pas entendre laïcité comme un souci de transparence entre les uns et les autres, plutôt que dans un souci de restriction entre les uns et les autres, et, à cet effet, savoir s'il ne faudrait pas constitutionnaliser la loi de 1905 ? Merci. Alors, d'abord, madame, vous n'avez pas suivi tous les débats, puisque lorsque nous avons été saisis par une QPC du statut particulier de l'Alsace-Moselle, qui, compte tenu de l'histoire, n'a pas le régime, nous en avons profité pour affirmer la réalité du principe de laïcité. Alors, si j'ai parlé tout de suite du principe de laïcité, c'est que je suis un peu provocant et que j'avais vu dans cet amphithéâtre un certain nombre de femmes. Voilà. Je ne porte pas le jugement. Ce que j'ai voulu simplement vous dire, je comprends parfaitement qu'il y ait des femmes qui ont fait ce choix. Mais quand nous avons eu cette loi sur le port de la burqa, du voile intégral, c'est ça que nous avons interdit. Quand nous l'avons eu au Conseil, non mais je vais vous raconter très simplement ce que j'ai fait. J'ai auditionné sans publicité, sans médias, des femmes qui portaient le voile. Certaines, comme vous venez de me le dire, et c'est tout à fait légitime, on dit que c'est un choix. C'est un choix. Mais j'en ai vu aussi, madame, des jeunes filles qui venaient me voir et disaient « c'est pas notre choix, on nous l'impose ». Et ces jeunes femmes, elles avaient envie d'être comme tout le monde et qu'on ne les regarde pas. Moi, je me suis préoccupé de deux principes. Le principe de laïcité, qui fait que l'État ne subventionne, ne privilégie aucun culte, il les respecte tous. Mais j'ai un autre principe, qui est le principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Or, imposer à certaines femmes de porter la burqa, passe plutôt que la burqa, c'est admettre, alors que ces mêmes personnes, cette même religion, ne l'impose pas aux hommes, c'est admettre qu'il y a une inégalité entre l'homme et la femme. Vous n'êtes pas d'accord, je le sais. Mais peu importe une minorité, peu importe une minorité, vous êtes sur l'espace public, c'est un espace où chacun doit respecter l'autre. Et on ne doit pas imposer une religion, car à ce moment-là, eh bien, c'est une guerre. Nous avons considéré que le principe de laïcité et le principe d'égalité des hommes et des femmes faisaient que sur la voie publique, dans l'espace public, eh bien, le port
du voile intégral n'était pas possible dans une société qui est la nôtre. Voilà. Mais je respecte parfaitement votre point de vue. Autre question? Il y a une personne là-haut, oui. Il y a le micro. Oui, bonjour. Donc, moi, vous l'avez rappelé, et bien que vous ne disposiez pas donc d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement, On le répète dans chacune de nos décisions. voilà, dans la mesure où vous l'avez dit, vous souhaitez être une juridiction de pleine protection des droits et libertés, et voire même contourner à terme le blocage du Conseil d'État quant à la QPC. Souhaitez-vous, dans cette continuité, faire évoluer votre contrôle, notamment en matière de restriction des libertés, qui s'exerce à minima, comparé peut-être au Conseil d'État que vous souhaitez éluder quant au blocage de la QPC? Je ne comprends pas très bien votre question. Est-ce que vous souhaitez faire évoluer votre contrôle qui s'exerce à minima, par exemple, je pense aux restrictions des libertés, dans l'optique justement d'être une juridiction de pleine protection des droits et libertés? Oui, alors, faire évoluer dans quel sens? N'être pas seulement un contrôle manifeste d'appréciation, sans pour autant disposer du même pouvoir. Alors, je comprends bien, si vous voulez. On a avec la QPC été à l'origine d'une vraie révolution juridique. Nous n'avons pas le même pouvoir d'appréciation que le Parlement. Nous ne pouvons pas, et ça on ne reviendra pas dessus, s'auto-saisir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je souhaite ouvrir un tout petit peu le filtre, et pour l'instant, on en reste là. Deux choses sur lesquelles je vois bien, mais si on court trop de réformes à la fois, on n'y arrive pas. C'est un, pas de contrôle de conventionnalité. Nous l'avons dit, à la suite de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, et on en reste au principe que nous avons émis. Après, tout ça évoluera, mais pour l'instant, il n'y a pas d'évolution envisagée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en 5e année aussi? Vous êtes en 5e année? 5e? 4e. Vous méritez d'être en 5e. Elle y sera. Bonsoir. Moi, je dis ça pour les examinateurs. Hein. Bonsoir donc. Je voulais venir sur l'invalidation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ah, ben j'ai bien fait de venir. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un gros problème là-dedans, en fait. C'est que Nicolas Sarkozy siège au Conseil constitutionnel quand vous avez rendu votre décision. Que Nicolas Sarkozy siège au Conseil constitutionnel quand vous avez rendu votre décision. Non. Il était membre officiel. Oui, mais il ne siégeait pas. Ça, on n'en sait rien. Non, il était membre de droit, mais il avait été décidé que pendant toute la procédure d'examen de ses comptes de campagne, il ne viendrait pas et il ne siégerait pas. D'accord. Voilà. Merci. Bonsoir, étudiant en 3e année de droit. Et vous parliez, Quelle année? en 3e année de droit. Et vous parliez, Monsieur le Président, du nombre croissant de décisions engendrées en raison de l'institution de la question prioritaire des constitutionnalités. Par ailleurs, on sait qu'il y a trois anciens présidents au Conseil constitutionnel, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Valéry Giscard d'Estaing est académicien, c'est-à-dire qu'il a un autre job. Qui n'est pas rémunéré. D'accord. Jacques Chirac est un peu fatigué. Nicolas Sarkozy tient des conférences d'une ville à une autre, ce qui fait que ces trois anciens présidents sont d'une certaine manière indisponibles au Conseil constitutionnel. Quel bonheur. Alors que vous rendez des décisions presque chaque jour, parce que vous, selon vos dires, vous rendez 300 décisions par an. Et la question que je voudrais poser est la suivante. N'est-il pas nécessaire de réviser la Constitution
c'est que les anciens présidents ne soient plus membres du droit au Conseil constitutionnel. Alors, Merci. Je vais être très, très, très sincère. Hein, très sincère. Ça ne veut pas dire qu'avant, je n'ai pas été sincère. Hein. Je l'ai dit publiquement, je l'ai écrit dans Le Monde. Je crois que la place des anciens présidents de la République n'est plus au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, ils se sont mis eux-mêmes hors jeu. Sarkozy ne vient plus à cause de ses comptes de campagne, il n'a pas apprécié, je comprends. Chirac est malade. Et le rythme du Conseil aujourd'hui ne convient plus à un ancien chef d'État, dans la mesure où ils ont des obligations. Alors on siège tous les jours, ils ne peuvent pas venir, etc. Je vous rassure, ma jurisprudence est très claire, on ne vient pas, on n'est pas payé. Ce qui m'a permis de faire des économies quand même assez fortes. Donc Sarkozy n'est plus payé, Chirac n'est plus payé, Valéry Giscard d'Estaing est encore payé. Donc ils vont sortir. Il faut réformer la Constitution. Ça ne m'appartient pas de la réformer. C'est au législateur de le décider. Mais j'ai été interrogé, j'ai dit, je n'y vois aucun inconvénient. Cela dit, pour être honnête, dans les premières années où je suis arrivé au Conseil constitutionnel, je vous l'ai dit, j'avais deux voisins, deux anciens présidents de la République. C'est vrai qu'ils s'aiment d'un amour tendre. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que quand ils le voulaient, ils étaient exceptionnels. Parce que, et j'aurais dit ça pour Mitterrand, quand on a été président de la République, quand on a été l'État, nous on jouait en division d'honneur, ils étaient en première division. On peut ne pas apprécier leur politique, on peut la critiquer, on peut la contester, c'est normal, mais ce sont des esprits. Ils pigent à une vitesse exceptionnelle. Ils ont un esprit de synthèse, ils ont une expérience. Donc, l'idée au départ n'était pas mauvaise. Ça allait quand on rendait 18 décisions. Ils avaient le temps de faire autre chose. Maintenant, ils sont dépassés par la rapidité et par le nombre d'affaires, ils ne peuvent plus venir et ils sont hors jeu. Donc voilà. Mais vraiment, pour être honnête, j'ai vécu 1 an avec 2 personnages, je me régalais. Pas quand ils s'engueulaient, parce que si, ça m'amusait assez aussi d'ailleurs. Mais c'était, si vous voulez, dans la vie, vous verrez, on rencontre beaucoup de copies, très peu d'originaux. Et bien là, j'avais 2 originaux. J'ai siégé, pourtant, tout le monde sait que je ne suis pas un fan. J'ai siégé 3 fois avec Sarkozy. C'est ce que l'on veut de lui. J'en ai rien à foutre. Je pense ce que je pense de lui. Mais s'il voulait faire, quand il a fait 2 fois un petit effort pour regarder le dossier, chapeau. Ça va vite, ça prend ses responsabilités, ça a l'esprit de synthèse, ça va à l'essentiel. Voilà. Donc c'est dommage qu'une institution comme celle-là soit obligée de se priver de ses grands esprits, mais aujourd'hui, la juridictionnalisation, tant que c'était une institution politique, comme j'ai essayé de vous le montrer, ça allait, peu de décisions. Il faut imaginer simplement qu'en 4 ans, nous avons rendu la moitié des décisions du Conseil, rendues par le Conseil en 50 ans, en 4 ans. Donc vous voyez, le rythme est élevé. Ce rythme n'est plus compatible. Mais c'est dommage, parce que c'était quand même des gens assez exceptionnels. Giscard, dans le domaine fiscal et financier, on peut contester, on peut considérer que... Mais il en connaît un morceau. Il en connaît un morceau.
Et ce sont des gens qui ont des mémoires extraordinaires, impressionnantes. Alors, même s'ils ont beaucoup d'autorité, c'est dans l'apport de la délibération, de la discussion, c'était quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus leur place. Salut, au revoir, et qui restent à l'Académie. Là, au moins, il est... D'autres questions? Personne. Oui, là-haut. La cinquième année. Alors, Voilà. Bonsoir. bonsoir. Moi, ma question porte sur un article de la Constitution et notamment son interprétation par plusieurs parties. Alors cet article-là, c'est celui qui porte sur le référendum. Oui. Et lors du débat du mariage pour tous, la droite voulait saisir le Conseil constitutionnel car elle avait interprété que le mariage homosexuel portait aux institutions dans la mesure où c'était la mairie qui donc célébrait les mariages. Mais le référendum, l'article 11, porte sur l'organisation des pouvoirs publics. Oui, et non, je finis juste ma question. Et du coup, c'était pour avoir de la clarté, parce que la droite disait qu'on pouvait interpréter qu'on pouvait saisir le référendum, et la gauche disait que ça ne suffisait pas. Et je voulais votre avis, justement, sur cette question. Je n'ai pas à fournir d'avis, je ne vais pas déclarer, mais relisez l'article 11. Ça porte sur l'organisation des pouvoirs publics et un certain nombre de... Bon, le mariage pour tous, ce n'est pas l'organisation des pouvoirs publics. Donc, ce n'est pas à nous de décider. De toute façon, nous ne sommes pas un conseil, nous ne donnons pas des conseils, nous jugeons. Par exemple, lorsque nous avons, puisque c'est ce mariage pour tous, lorsque nous avons été saisis par les adversaires de la loi portant mariage pour tous sur la clause de conscience des maires, la réponse était très facile. Il n'y a pas en France, pour le maire en tant qu'officier d'état civil, la possibilité d'une clause de conscience, parce qu'il agit, le maire, en tant qu'officier d'état civil sous la responsabilité du procureur de la République et du préfet. C'est un agent de l'État. Or, on ne peut pas admettre que les agents de l'État aient leur clause de conscience pour l'application d'une loi. Donc, nous ne sommes pas là pour dire il faut un référendum, il ne faut pas un référendum. Nous sommes là pour dire, on nous a saisi d'une loi, que c'est au pouvoir politique d'accepter ou de refuser le référendum, mais je vous demande de relire l'article 11 et vous verrez la possibilité d'en faire. Et une dernière question, et puis ensuite on va remercier notre invité. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci, monsieur. Est-ce que vous êtes... Ah là, c'est la 5e année. 5e année. Merci d'avoir honoré l'Université Paris 13 de votre présence, et plus particulièrement l'UFR de droit et sciences politiques et sociales. Ma question, elle se rattache à votre expérience au sein du Conseil constitutionnel. Elle était de savoir quelle était la décision, la loi qui a fait l'objet de plus amples débats au sein du Conseil constitutionnel. Toutes les lois. Mais la loi qui a fait l'objet de plus longs débats, non, mais je suis astreint au secret du délibéré. Et donc, j'ai pas à dire quelle loi a particulièrement donné lieu à des discussions, à des débats, à des oppositions. Et j'ai pas à le dire dans la mesure où vous savez que s'il y a partage des voix, c'est la voix du président qui tranche. Et donc, je ne veux pas donner d'indication. Bien, merci, on va s'arrêter là. Merci infiniment, Monsieur le Président. On va les applaudir. Merci mille fois d'être venu chez nous. Vous avez donné les qualités des présidents. Je pense que vous les avez toutes. Vous nous l'avez démontré et je pense que j'ai à ma droite probablement le prochain président de la République. Merci en tout cas. Merci mille fois.